Après de longues réflexions concernant les sorties médiatiques du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, concernant la fermeture des églises de réveil non conformes, les leaders de ces assemblées ont conjointement décidé de réagir. La quintessence des réactions est avec Marie-Rose Nkantunka dans ce reportage. Cette sortie médiatique du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a fait bouger toute l'église dite de réveil au Cameroun, notamment la normalisation de la norme associative à travers l'autorisation légale des essais se passe par le décret signé du président de la République. C'est aussi une interpellation divine pour que nous puissions nous conformer à ce qui est droit. Parce que, en vérité, il y a des brebis galeuses. Des brebis galeuses qui polluent nos milieux et qui ternissent notre image. Moi, je crois que c'est vrai, la manière dont cela a été annoncé, comme je l'ai dit, j'ai trouvé désobligeant ces propos. Les hommes et les femmes de Dieu sont d'accord avec le patron de l'administration territoriale, mais la manière n'est pas la bonne. La question pouvait être abordée de manière différente. Et je suis de ceux qui croient que s'il y a une situation comme celle-là qui prévaut et qu'il y a des brebis galeuses au milieu des églises dites de réveil, c'est à l'église de réveil de corriger ça. L'église de réveil doit être interpellée avec le respect qui va avec la déférence qui va avec, et tirer la sonnette d'alarme pour que ceux qui sont les responsables de certaines bévues, de certains égarements, soient interpellés par l'Église elle-même. À César, ce qui appartient à César, et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Il faut être en règle pour exercer librement dans un pays. En réalité, au Cameroun, les plaintes concernant les églises dites de réveil deviennent de plus en plus très récurrentes, et l'archevêque Zong Aristide énumère quelques-unes. L'État a raison, parce que l'État est l'organe qui régule le fonctionnement de la société. Alors, s'il y a des déviances, s'il y a des dérapages, l'État a le droit de frapper de la main sur la table et attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui nuit à son prochain et ce qui ne nuit pas. Je parle de la manière, je parle ici de la manière. Vous savez, vous pouvez faire une bonne chose mais de la mauvaise manière. Et moi je crois que la démarche entamée par l'État n'est pas la bonne. Quoique ce qu'ils disent, quelque part ils ont raison. Parce que, disons-nous la vérité, il y a dans nos milieux beaucoup de loups, beaucoup de personnes qui se sont infiltrées, qui n'ont jamais été appelées par Dieu, qui n'ont pas l'appel de Dieu, qui regardent l'église comme un business, qui regardent l'église comme un champ où ils doivent récolter certaines choses. Ils ont fait de l'église, je ne sais pas, un moyen de gain pour asseoir leur vie. Ce qui n'est pas le cas pour les vrais serviteurs de Dieu. Contrairement à ceux qui se racontent, l'église de réveil au Cameroun n'est pas un fauteur de troubles, mais elle est une grande bénédiction pour l'émergence du pays, non seulement sur le plan spirituel, à travers le salut des âmes, mais également elle participe à l'accroissement du pays à travers les multiples prières, mais également la création d'emplois. Je voudrais dire que, en tout temps, l'Église a toujours été persécutée. Depuis sa création. C'est pas aujourd'hui. Moi, je rends même grâce à Dieu pour le Cameroun. J'ai été dans certains pays où il n'est pas possible de prêcher l'évangile publiquement. Nous avons beaucoup de liberté d'adorer notre Dieu au Cameroun et de le servir. Et ce que je veux dire aux serviteurs de Dieu, c'est que si nous avons été interpellés, ne regardons pas seulement ce qui a été dit contre nous, mais examinons-nous aussi. Et puis, revenons à nous-mêmes, mettons-nous ensemble. Parce que l'une des choses qui fragilise l'Église du Cameroun, c'est la division. Et moi, je crois que si nous sommes ensemble, beaucoup de blessures seront guéries.
Le promoteur du mouvement Josheba, Archevêque Zanga, appelle donc ses collègues et compagnons d'œuvre à s'arrêter à la réglementation pour exercer en toute liberté et dans la paix afin de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Envoyé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a eu des échanges francs et surtout sincères avec les autorités administratives de la région de l'extrême nord du Cameroun. Les échanges portaient sur l'amélioration du cadre et surtout des conditions de vie des populations de la dite région. Je vous laisse découvrir plus de précisions avec Jean-Paul Kébin. La visite de Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, dans l'extrême nord, a mis en exergue les frustrations d'une région abandonnée. Alors que les défis sécuritaires et climatiques s'accumulent, les populations exigent des actions concrètes. Pour le régime de Yaoundé, il est temps d'agir avant que la colère ne se transforme en désaffection électorale. En plus de l'insécurité alimentaire, 734 000 habitants de cette partie du pays font face à une insécurité alimentaire, selon un récent rapport d'OCHA. Ils font également face au manque d'eau potable et baignent dans la misère totale. C'est la partie la moins scolarisée du pays qui fait face à la montée des exactions de Boko Haram. Toujours selon ce rapport, en décembre dernier, de fortes inondations ont affecté plus de 459 000 personnes, détruisant au passage des dizaines de milliers d'habitations, d'hectares de culture et du bétail et la destruction de milliers d'hectares. Cette visite mouvementée, malgré tout, révèle les tensions croissantes dans l'extrême nord, une région pourtant fidèle à Paul Biya. Les populations lassées par des années de négligence, ont envoyé un message clair au pouvoir central. À moins de 10 mois de la présidentielle, cette crise pourrait fragiliser le régime, surtout si les promesses ne sont pas tenues rapidement. À la suite de cette information, mesdames, messieurs, restons dans la région de l'extrême nord du Cameroun pour parler cette fois-ci de l'installation officielle du président des mouvements des jeunes du Front pour le salut national du Cameroun par le président national Issa Tiroma Bakary. L'appel ici était les inscriptions massives sur les listes électorales en prélude aux échéances électorales d'octobre 2025 au Cameroun. Inès Mingue, Sidi Chérif. Une marée humaine, des centaines de milliers de militants ont pris d'assaut la place des fêtes de Maroua dès les premières heures de la matinée à l'occasion de l'installation de l'honorable Salmana Amadou Ali comme président des mouvements nationaux des jeunes de ce parti par le président national Issa Tiroma Bakary. J'ai l'immense plaisir d'avoir un meneur d'hommes en la personne du député Salmana Amadou Ali. Et je dirais que c'est d'inspiration divine que j'ai pensé qu'il fallait le porter à la tête du mouvement des jeunes. Vous savez, les jeunes, c'est l'antidote à la vieillesse. Les jeunes, c'est le porteur d'espoir. Nous avons estimé nécessaire de réunir cette jeunesse en particulier et les Camerounais de bonne foi, de bonne volonté, militants et sympathisants de notre parti, en raison du climat un peu délétère dans lequel se trouve aujourd'hui plongée la nation. Cette mobilisation massive témoigne l'enthousiasme et l'engagement du militant du FSNC qui voit en leur leader des figures emblématiques capables de porter haut les aspirations de la jeunesse et des populations locales, d'où le succès de ces rassemblements. Et en économie, 380 milliards de francs CFA, c'est la somme allouée pour l'achèvement des projets d'infrastructure au Cameroun. L'information a été rendue publique dans la ville de Yaoundé par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazi, lors de la présentation officielle du programme de financement de l'État pour l'exercice 2025. Jean-Paul Keba.
La levée de 380 milliards de francs CFA offre une occasion en or pour le développement des infrastructures au Cameroun. Ces fonds pourraient être consacrés à la construction et à la réhabilitation des routes, ponts et réseaux d'eau et d'électricité. De tels projets sont décisifs pour améliorer la connectivité et l'accès aux services essentiels, dont pour dynamiser l'économie locale. D'après la Banque mondiale, chaque dollar investi en infrastructure génère jusqu'à 4 dollars de croissance économique. Avec des infrastructures de qualité, le pays pourrait non seulement améliorer le quotidien de ses habitants, mais aussi attirer les investisseurs étrangers. Les entreprises, notamment du secteur manufacturier, bénéficieront d'une meilleure accessibilité au marché et d'une diminution des coûts logistiques. En outre, une amélioration des infrastructures de transport pourrait faciliter le commerce intra-régional, permettant aux entreprises locales d'exporter plus aisément. Ce développement pourrait également favoriser la création de zones économiques spéciales, renforçant l'emploi et stimulant l'innovation. Le secteur agricole, quant à lui, pourrait également bénéficier de cette levée de fonds. Un investissement ciblé permettrait d'améliorer les techniques agricoles, augmentant ainsi la productivité et diversifiant les cultures. Des programmes de formation sur les pratiques durables pourraient être instaurés, favorisant une meilleure gestion des ressources disponibles. Le secteur technologique n'est pas en reste. En pleine expansion, pourrait tirer des avantages considérables de cette levée de fonds. Les investissements dans l'infrastructure numérique, tels que l'accès à l'Internet haut débit, sont essentiels pour favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. Cela donnera l'opportunité aux startups locales de se développer et de rivaliser sur le marché mondial. La levée de 380 milliards de nos francs constitue une opportunité exceptionnelle pour plusieurs secteurs clés. L'investissement dans les infrastructures, l'agriculture et la technologie pourrait stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie des citoyens. Toutefois, il est primordial que ces fonds soient utilisés de manière stratégique et transparente pour maximiser leur impact. Des défis persistent, surtout en matière de gouvernance et de gestion des ressources. Il sera essentiel de suivre l'utilisation de ces fonds et d'évaluer leur effet sur le développement à long terme. Quelles mesures seront instaurées pour garantir une gestion efficace de ces ressources? Comment impliquer les acteurs locaux de ce processus? De telles interrogations méritent d'être analysées pour garantir un développement durable et inclusif. Mesdames, Messieurs, à la suite de cette information, parlons de toute autre chose. 11 squelettes, 4 corps sans vie et un survivant ont été découverts hier, 17 février 2025, au péage automatique d'Edéia dans la région du littoral. Le film de cette découverte macabre, c'est dans ce reportage signé Joseph Betty Otto. J'ai bien dit à marqué suivant la trace là. La trace qui est là. J'ai bien marqué suivant. Voici le jeune miraculeux qui a échappé de justesse à la mort après la découverte macabre du 13 février dernier qui a secoué la ville d'Edéia tout entière et la localité de Sikoum en particulier. Nous sommes dans le département de la Sanaga-Maritime, arrondissement de la Dibamba, région du littoral, dans la localité de Sikoum, non loin du péage automatique inachevé et abandonné dans la localité. Ici, les populations riveraines ont découvert 11 squelettes humains, 4 corps en état de putréfaction et 2 survivants parmi lesquels un conducteur de moto-taxi. Selon le témoignage de ces derniers ressortissants du Nord, le jeune conducteur nouvellement installé dans la ville de Douala a été abordé au quartier Aqua par un individu prétendant avoir un véhicule en panne à Sikoum, proposant en échange une somme de 10 000 francs CFA. Le jeune conducteur de moto va accepter de l'y conduire, mais sauf qu'une fois sur place, il sera brutalement agressé, ligoté et abandonné dans une palmeraie en plein marécage, un endroit infesté de cadavres en décomposition et de squelettes humains. Fort heureusement pour lui, il sera sauvé par la population du village qui était à la recherche de l'un des leurs. Le nommé Thomas Biaï, parti de son domicile à la veille, à destination d'Edéia,
à bord de sa moto. Sa famille, sans nouvelles de lui le lendemain, va lancer un avis de recherche sur Internet et va se mettre à sa recherche sur le trajet entrepris où malheureusement, il sera retrouvé mort, ligoté dans un endroit obscur sur la nationale numéro 3, non loin du péage automatique abandonné des Sikoum, et sa moto emportée par les assaillants. C'est grâce aux recherches de ces derniers que l'endroit Ligu a été découvert. Le jeune homme est actuellement en soins intensifs dans un hôpital de la ville de Douala. Le deuxième survivant, quant à lui, a réussi à se détacher et s'est échappé sans laisser de traces. Une découverte qui met une fois de plus en lumière l'insécurité grandissant au Cameroun. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour craquer les auteurs de ce massacre. La 103e compagnie des sapeurs-pompiers de la ville de Bertois, dans la région de l'Est du pays, vient de recevoir du matériel roulant dans la lutte contre les incendies et surtout pour la sauvegarde des personnes en danger dans cette partie du pays. Une dotation officiellement présentée au gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Fongo, en présence de Jean Tichindokmon, qui nous livre ce reportage. La 103e compagnie d'incendie des sapeurs-pompiers de Bertois vient de recevoir du matériel roulant composé d'un camion fourgonnette pour incendie à jet d'eau et un véhicule roulant pour le transport rapide des soldats du feu. Ce matériel a été présenté au gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Fongo, en présence du préfet du Lom et Djerem Simon Quintindo et des autorités militaires de la place. Ceci vient s'ajouter au matériel existant, bien que vétuste, du centre de secours de Bertois. Nous avons un fourgon pompe-tonne qui est multifonctionnel parce que il n'est pas seulement là pour des missions spécifiques. En dehors de sa mission de lutte contre les incendies, il va aussi nous aider au sauvetage. Pour des personnes en détresse. Il va aussi nous aider dans le cadre de secours routiers avec un matériel de Pourquoi est-ce qu'on va l'appeler fourgon pompe-tonne? On l'appelle fourgon pompe-tonne parce qu'il a un fourgon dans lequel nous gardons. La ville de Bertois, qui s'est agrandie considérablement avec la création de plusieurs marchés, avait plus que besoin de cette bouffée d'oxygène afin de limiter les dégâts dans les domiciles et les lieux de commerce. Le matériel, il a une pompe qui nous permet d'avoir de l'eau au bout de la lance lors de nos interventions de lutte contre les incendies. Et il a une tonne. Et déjà, il faut le dire, la tonne a une capacité de 5 000 litres. C'est des engins dont la technologie est de pointe de vue. Et le Corps national des sapeurs-pompiers, qui a bénéficié, fait partie des premiers pays en Afrique à avoir des véhicules avec cette capacité de pouvoir jouer plusieurs rôles sur le théâtre des opérations. Notons que ce matériel du Corps national des sapeurs-pompiers est une dotation issue d'un accord signé entre le ministère de la... La fête nationale de la jeunesse joue les prolongations dans la ville de Banjoun, région de l'ouest du pays. Là-bas, la célébration a eu lieu avec les enfants atteints d'autisme à travers les consultations gratuites, entre autres. Une initiative qui s'inscrit dans la prolongation de la célébration de la fête de la jeunesse à l'ouest du pays. Écoutons. Soyez forts, soyez courageux, et même si on vous fait des coups comme ça dans la vie, sachez que ça doit vous rendre forte. Durant la célébration de la fête de la jeunesse dans la ville de Banjoun, région de l'ouest du pays, les enfants autistes n'étaient pas en reste. Ils ont célébré, fêté et commémoré l'unité de la jeunesse camerounaise. Ok, à 13h. Voilà. Les appels vont à l'endroit de la communauté nationale et même internationale afin de contribuer à leur plein épanouissement et leur guérison morale. Comment tu vis tes frustrations? Ça m'embête un peu. Oui. Parce que parfois
j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Cette action entre en droite ligne avec la vision des pouvoirs publics pour ce qui est de la prise en charge des personnes socialement vulnérables qui ne cessent de s'accroître en effectif, dû notamment à la vie chère, à l'avènement des réseaux sociaux et surtout à la crise sociopolitique qui secoue le Cameroun depuis plusieurs années aujourd'hui. Nous offrons un accompagnement psycho-éducatif personnalisé, adapté aux besoins spécifiques de chaque enfant. Un programme d'insertion sociale et scolaire pour favoriser leur intégration et lutter contre l'exclusion. Une campagne des parents pour leur donner les outils nécessaires à la prise en charge de leurs enfants. Depuis la création du centre, plusieurs dizaines d'enfants ont pu bénéficier d'un suivi adapté et nous espérons continuer à grandir et aider encore plus de familles. Cette célébration spéciale de la fête de la jeunesse avec les enfants socialement vulnérables était l'occasion d'égrener un chapelet de difficultés et de formuler le vœu de voir le centre doté de moyens de locomotion pour ces enfants dans le besoin. Et nous restons dans la chemise dédiée aux célébrations dans ce journal. Les rideaux sont tombés pour la 459e édition du Festival du peuple Bafoussam dans la région de l'ouest du pays. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans le premier arrondissement de la ville de Bafoussam en présence d'un parterre d'invités venus témoigner la richesse du patrimoine du peuple Bafoussam. Les détails avec Awa Dali et Alexis Mbembo. Il s'agit du plus long festival de la région des Grassfields, le festival Nyang Nyang du groupement Feussep. L'apothéose était colorée par l'anoblissement d'un digne fils du département des Hauts-Plateaux, Luc Senju, comme notable à la cour royale Bafoussam, suivi des discours et surtout la danse Poumzé, une danse mythique conduite par Sa Majesté Dita Kompé Pelé, roi des Feussep. Un rendez-vous culturel majeur qui entre en droite ligne avec les objectifs du ministère des Arts et de la Culture, avec une réputation aussi bien régionale que nationale, traduisant une communion parfaite entre le roi et ses sujets selon l'ensemble des éléments qui ont été mis en évidence. Nous avons donc pu apprécier à sa juste valeur un ensemble de faits et de valeurs qui font la spécificité de ce peuple et qui permettent à juste titre de croire que ce festival va continuer allègrement d'écrire les belles pages de son histoire. Il est de bon ton d'attirer l'attention des autorités compétentes sur le comportement de certains individus dans l'ombre qui ternissent l'image de ce festival en adoptant des comportements irresponsables pendant leur passage dans les rues, s'attaquant aux usagers par des actes d'agression de toute nature. Certains esprits malveillants qui ont été constatés par-ci par-là de manière et qui ont inutilement pensé qu'ils pouvaient nuire et ternir à l'image de ce festival soit éradiquée. Cette symbiose, cette synergie d'action entre l'autorité traditionnelle et les pouvoirs publics va aller se grandissant. Le délégué régional des arts et de la culture pour l'Ouest saisit cette occasion pour émettre le vœu de voir ce festival écrire les belles pages de son histoire et salue la combinaison des énergies entre les autorités compétentes en charge d'encadrer ce festival qui convient également avec la loi sur les associations artistiques et culturelles. À noter que ce festival a été lancé depuis le 3 novembre dernier et s'est achevé ce dimanche 16 février 2025 à la place publique du Palais Royal Bafoussam. À présent, intéressons-nous à un événement marquant au sein de la Presbyterian Church in Cameroun de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Il s'agit de l'installation officielle du trésorier du Grand Nord. C'était lors du culte solennel dimanche dernier. Belmonzewa. L'installation du révérend pasteur Yombo Yombo comme trésorier de la Presbyterian Church in Cameroun, en plus de ses fonctions de pasteur régional, a eu lieu sous l'égide du révérend Ekidika Gottlof, secrétaire presbytérien du Grand Nord.
La cérémonie a rassemblé une foule enthousiaste de fidèles venus de diverses églises sœurs du SEPCAM, témoignant de l'importance de cet événement pour la communauté ecclésiastique locale. Le révérend Yombo Yombo, et en tant que régional et le pasteur de Grand Nord Presbytery, on a demandé à Dieu de lui aider et donner la puissance, donner la grâce pour faire le travail qu'il doit faire ici à Ngandéré et à Grand Nord Presbytery. Cette nouvelle nomination est perçue comme un moment clé pour la congrégation de Ngandéré et pour le développement de l'Église dans la sous-région. Le révérend Yombo, reconnu pour son engagement et son dévouement, devra maintenant jongler entre ses responsabilités pastorales et financières, un défi qu'il est prêt à relever avec détermination et foi. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. En tant que trésorier, je dois être très sincère pour dire la vérité et pour rester dans la vérité. C'est ça ce que je vais faire avec les fidèles ici en Ngandéré et dans tout le Grand Nord. L'installation du révérend pasteur Yombo Yombo marque un tournant important pour la Presbyterian Church in Cameroon. Sous sa direction, la congrégation espère renforcer ses liens communautaires et poursuivre sa mission spirituelle avec énergie et conviction. À l'occasion de la 38e édition du sommet de l'Union africaine, le Cameroun réitère son engagement d'agent de paix et surtout de sécurité dans le continent africain. Le Conseil de paix et de sécurité justement de l'Union africaine s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Francine Magny. Interrogé par les médias camerounais For You Media Africa TV, Joseph Djongouté a reconnu que cette mission de pacification proposée par le Cameroun est une urgence à cause des nombreuses crises qui déchirent le continent. Il cite le bassin du lac Tchad perturbé par les assauts de la secte islamique Boko Haram, l'ex de la RDC du Congo, en proie à cause d'une sécurité, le Soudan où des crises fonctions armées s'affrontent. Face à ces désastres, le Cameroun propose de trouver des solutions diplomatiques à tous ces conflits qui hantent le continent. Mon message en tant que représentant du chef de l'État, tout d'abord, remercier tous ses collaborateurs et ses homologues. Il aurait souhaité être là ce jour, mais les affaires plus présentes ont contribué à ce qu'il ne soit pas là. A déclaré Joseph Djongouté dans ce discours prononcé à Addis Abeba ce 16 février. Élu au sein du Conseil de paix et de sécurité en mai 2022, le mandat du Cameroun courait jusqu'au 31 mars 2025. Le pays de Paul Biya avait toutefois la possibilité de candidater pour un nouveau mandat. Une opportunité pour les autorités de saisir le sommet qui a pris fin dimanche dernier. Yaoundé souhaite donc de continuer à pêcher la paix et le dialogue sont des instances de l'UA et plus particulièrement du Conseil de paix et de sécurité. Le message encourage le dialogue et pourra contribuer à résoudre les problèmes dans les zones conflictuelles du continent, des jeunes enfants et des femmes et surtout des victimes. Il est donc essentiel que nous contribuions à un cessez-le-feu. Le message du président de la République est celui du dialogue. Le dialogue est le seul chemin et la seule voie car il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Grâce à cette réélection, le Cameroun continue de faire partie des 15 membres de cette instance de l'UA chargée de la prévention des conflits sur le continent. La protection du Conseil de paix et de sécurité prévoit également la gestion de la résolution de ces conflits. Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, la Fédération camerounaise de football, entendue FECAFOOT, a dévoilé ce lundi 17 février 2025 la date de l'attribution du Ballon d'Or 2024. La dite cérémonie aura lieu le 28 février prochain à 18 h exactement au Palais des Congrès
de la ville de Yaoundé. Au cours de cette cérémonie, le meilleur joueur du championnat camerounais sera désigné. Le vainqueur succédera à Emmanuel Marop, sacré en 2023. Au cours de cette cérémonie grandiose, plusieurs distinctions seront décernées. Le meilleur entraîneur de la saison ainsi que les meilleures équipes masculines et féminines seront également récompensées au même titre que le Ballon d'Or féminin. Ce sera alors la grande fête du football camerounais ce 28 février 2025 au Palais des Congrès de la ville de Yaoundé, en présence de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, entre autres personnalités camerounaises. Et voilà qui referme ce journal pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise, cette fois-ci à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.